Bonjour à tous et à toutes, ici Charles de la chaîne Graphirama, j'espère que vous allez bien, tout va bien dans votre vie. Alors peut-être que vous vous demandez ce que vous foutez là et vous avez tout à fait raison, ou peut-être que vous avez cliqué sans faire gaffe, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis là avec vous pour vous parler de graphisme, de design graphique et peut-être de plein d'autres trucs auxquels vous aurez pas prêté attention en temps normal, en rapport avec le design graphique bien entendu. Alors oui, je dis design graphique, c'est un terme assez fourre-tout, on peut y mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur, mais je trouve que c'est bien représentatif de ce domaine qui est assez tentaculaire, puisqu'il touche plein de choses à la fois, et c'est je pense ça qui le rend le plus intéressant. On en voit un peu partout et sans forcément y faire gaffe. Et si aujourd'hui j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube sur le sujet, c'est parce que je suis intimement convaincu que ça peut vous intéresser et j'ai très envie que l'on fasse cette plongée dans le design graphique ensemble et que je puisse vous emmener, vous montrer des choses incroyables, des choses peut-être moins incroyables mais que vous aimerez quand même. Ce qui importe, c'est que vous vous y retrouviez, que vous preniez du plaisir à découvrir tout ce que j'ai envie de vous faire découvrir et que vous vous dites en quittant la vidéo « Waouh, j'ai vraiment appris un truc incroyable ». D'ailleurs, pour cette première émission, j'ai décidé de commencer une série qui consistera à vous présenter l'histoire des logos célèbres en commençant par mon préféré, le logo des studios Warner Bros. Le logo du studio de cinéma, c'est la première chose que vous voyez quand vous lancez un film. Par exemple, votre film préféré, s'il s'agit de The Dark Knight ou Le Diable s'habille en Prada, ce que je comprends tout à fait. Ici, c'est le logo du studio Warner. Et il renferme plein de petits secrets très intéressants et j'ai très envie de vous en parler aujourd'hui. Avant de s'attarder sur le logo, on va commencer un peu par le commencement. Les studios Warner Bros. Sont fondés en 1923 par 4 frères, Hirsch, Albert, Schmull et Jacob Wanskolasser. Ce sont tous les 4 des immigrés de Pologne et ont rejoint l'Amérique avec leurs parents pour vivre le rêve américain. Une histoire qui, pour l'instant, je vous l'accorde, n'a rien d'original. La famille Wanskolasser prirent donc le nom Warner lorsqu'ils furent naturalisés et se lancèrent donc dans le business du cinéma en commençant par casser leur tirelire pour s'acheter un projecteur, puis louer une salle pour ouvrir leur cinéma qui aura un succès grandissant. Avec la guerre de 14-18, la petite entreprise s'allie avec le gouvernement pour leur produire et fournir des films. Les studios s'implanteront à Burbank, en Californie, pour ne plus jamais en bouger. Et c'est ainsi que leur première véritable production cinématographique estampillée Warner Bros. Productions sort en 1925 et s'intitule Clash of the Wolves, un film silencieux d'aventure qui rencontrera un succès plutôt mitigé. Dès le début du film, pour montrer la fierté de cette première production familiale et dévoiler le logo du studio. Et c'est ainsi qu'on découvre le bouclier faisant office de blason, qui sera du coup déjà présent, et les lettres empruntant une typographie inspiration mi-grecque, mi-victorienne, qui sont déjà également de la partie. Et ce n'est pas la seule similitude, puisque dans le fond du bouclier est incrustée une image fixe des studios Burbank, élément que l'on retrouve encore aujourd'hui dans l'animation du logo avant un film produit par Warner Bros. Les prochaines productions connaîtront un peu le même sort que le premier film, et le studio vivra une petite crise financière. 3 fois rien, ils étaient juste au bord de la faillite. Mais un peu plus tard vient enfin le succès. Les frères Warner peuvent enfin respirer et en profiteront pour affirmer leur identité en proposant film après film des améliorations du logo de base. D'ailleurs, l'importance du logo est telle que chaque itération est nommée. Le tout premier était Brain Shield, et lorsqu'apparaît pour la première fois le Zooming Shield sur fond de nuage, nous avons là une première version du logo tel qu'il est aujourd'hui. D'autant plus que son apparition est accompagnée du thème musical du film qu'il présente. C'est ainsi que bien des années après, en 1941, une nouvelle version élégante et en relief apparaît avant le film The Maltese Falcon. De plus en plus proche de l'actuel logo Warner que nous connaissons, c'est le premier à être entouré de l'arceau caractéristique surmonté de l'intégralité du nom du studio, Warner Bros. Pictures Incorporated. C'est ensuite devenu une habitude de superposer le logo et le thème musical du film, et pas si longtemps après, en 1948, une nouvelle version est conçue. Un peu plus de profondeur, un peu plus rond, moins écrasé, et voilà un logo presque identique à celui qu'il est encore aujourd'hui. Le logo continue de s'ancrer dans l'univers du film en prenant totalement part à celui-ci. Ses apparitions sont accompagnées du thème musical, mais son esthétique change et s'adapte à l'univers graphique du film.
En parallèle, pour marquer la différence et bien faire la distinction entre les productions cinématographiques du studio et tout ce qui est relatif au dessin animé, il est choisi, avant un épisode par exemple des Looney Tunes, de diffuser une animation un peu particulière. C'est-à-dire c'est censé être un truc qu'on met avant un dessin animé, c'est pas hyper rassurant, mais enfin bon. Si ce truc vous donne encore des frissons aujourd'hui, je pense que c'est normal, je ressens la même chose que vous. Bref, tout allait donc pour le mieux dans l'histoire du studio à cette époque. Les productions à succès se succédaient et Warner Bros était devenu un des principaux acteurs du cinéma hollywoodien. En 1967, des 4 frères Warner, il ne reste plus que Jack Warner, âgé de près de 80 ans. Le studio se fait racheter alors par Seven Arts Productions au terme d'un deal à près de 82 milliards de millions de dollars. Vous vous rendez compte ? Pardon, un petit problème de fiche. Non, ils se sont fait racheter pour 32 millions de dollars. Et petit aparté, si vous trouvez que ça fait beaucoup 32 millions de dollars, ça l'était pour l'époque. Mais rendez-vous bien compte que en 2009, Disney a lâché 4 milliards de dollars pour racheter Marvel. Alors c'est pas vraiment comparable, mais voilà, j'avais juste envie de vous rappeler que Disney a lâché 4 milliards de dollars pour racheter Marvel, et je pense que ça leur a fait du bien. Donc on a notre petit studio Warner Bros. Enfin petit. Déjà à l'époque c'était plus trop un petit studio, mais on est en 1967, Warner Bros n'est pas aussi immense qu'il ne l'est aujourd'hui. On a donc Seven Arts qui rachète Warner et en plus de ça, décide de changer le nom du studio en Warner Bros. Seven Arts. Alors changer le nom c'est fait, maintenant on va s'atteler au logo puisqu'on veut bien montrer à tout le monde qu'on est là. Tout de même Warner Bros ça a quand même de la gueule, ça sonne bien, ce serait dommage en plus de s'asseoir sur cette notoriété. Donc un compromis hybride est trouvé, assez intelligent il faut le dire, mélangeant les deux identités visuelles avec le W de Warner qui est mangé par le set de Seven Arts, le tout dans un blason dessiné seulement avec ses contours. Avec ce logo réduit à sa plus simple expression, il se veut efficace, simple mais aussi marquant un rachat important dans l'histoire du studio, mais l'identité et l'image prestigieuse du studio historique ne seront malheureusement pas vraiment conservées, d'autant plus que, à chaque début des nouvelles productions des studios Warner Seven Arts, on ne découvrira qu'un logo apparaissant timidement, bien loin de l'habituelle présentation en grande pompe, comme ça avait pu être le cas des années durant auparavant quand c'était encore le studio uniquement Warner Bros. Finalement, seulement 2 ans plus tard, après des crises financières à n'en plus finir, Warner Bros. Seven Arts devient une acquisition de la Kinney National Company, un conglomérat d'entreprises qui décidera de rayer la mention Seven Arts du nom et du logo pour redonner au studio sa superbe d'antan. Mais quand même chez Kinney, on se dit waouh, c'est quand même une sacrée bonne idée de pouvoir faire un logo immonde en unifiant 2 compagnies. Et si on faisait pareil ? Et c'est ainsi qu'un nouveau logo est conçu pour montrer au monde entier que Warner Bros, le fameux Warner Bros, est maintenant passé sous le giron de Kinney. Et voit le jour le logo le plus détesté de l'histoire du studio, et s'en suivront malheureusement rapidement d'autres tentatives pour essayer de rattraper le coup. En vain. De toute façon, après toutes ces tentatives d'avoir essayé de rendre à Warner Bros son image d'antan, la société, compagnie, conglomérat d'entreprises Kinney ne veut même plus que son nom apparaisse ni sur le logo, ni même dans le nom du studio. Puisque les années ont passé et que le studio Warner est maintenant devenu bien plus qu'un studio, il est décidé de renommer tout ça en Warner Communication Company. Et ce changement impliquera donc encore un logo qui sera gardé plus de 10 ans jusqu'en 1984. Une nouvelle version, pas forcément au goût de tout le monde, mais anticipant involontairement la mode du flat design des années 2010. Alors ce logo fait littéralement table rase du passé et repart un peu de zéro, et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais alors ce n'est que mon avis personnel, mais je pense que c'est l'un des logos les plus réfléchis et les plus aboutis de l'histoire du studio, puisqu'il dégage une certaine classe, un certain cachet, il s'ancre dans son époque, les années 80, et je pense que c'est pour ça que ce logo ne sera finalement pas tombé dans les oubliettes, puisqu'il a été réutilisé en 2012, avant le film Magic Mike, et même gardé pour le logo de la Warner Music Group, division maison de disques de la Galaxy Warner. Après ces années fastes où ce logo est en place, en 1984 renaît des cendres le logo de 1948, presque à l'identique, prenant un aspect doré et fantaisiste. Pour son animation, avant chaque début de film, il se retrouve sur un fond nuageux et c'est le retour des variations selon le film présenté. Le logo est maintenant mis en scène selon l'univers du film, comme on peut le voir pour Mars Attack, Contact, ou bien Batman.
enfin bref, on va vite passer là-dessus. Et en 1998, une modernisation de ce logo est apportée par le biais de l'utilisation des effets spéciaux numériques. Le CGI Shield est resplendissant pour le 75e anniversaire du studio. Et c'est le début d'une longue, très longue période pendant laquelle le logo est détourné au début de presque chacun des films du studio, souvent les blockbusters, films d'animation ou suites de films. Il y aura aussi des déclinaisons du logo qu'on ne verra que dans des trailers ou des bandes annonces et qu'on ne retrouvera malheureusement pas au début des films. Alors les déclinaisons les plus connues sont certainement celles que l'on voit avant les films Matrix, mais j'ai une préférence toute particulière pour les logos Warner que l'on voit au début de chaque film Harry Potter, dont les logos, film après film, se désagrègent, ternissent et se dégradent, s'assombrissent, suivant la dynamique de la saga Harry Potter qui devient de plus en plus noire au fil des années. On notera tout de même que parfois le logo Warner Bros ne s'ancrera pas dans l'esthétique du film et restera assez sobre, assez neutre et sans fioriture particulière, ne dévoilant simplement le blason qu'après nous avoir montré dans ses reflets dorés les studios Burbank, là où tout a commencé il y a bien des années auparavant. Symbolisant un retour aux sources que l'on apprécie bien évidemment, ce logo est magnifique et ses animations le sont également. C'est d'ailleurs dans ces mêmes studios Burbank que l'on peut voir le fameux château d'eau de Warner Bros, dans lequel se cachent les Animaniacs, ou que Daffy Duck et Bugs Bunny font s'écrouler dans le film Les Looney Tunes passent à l'action, avec regret mais avec toujours beaucoup de classe. Voilà, cette première vidéo est à présent terminée, j'espère que vous avez apprécié, que vous aurez aussi envie d'en voir plus. Je prépare plein d'autres vidéos sur d'autres sujets, par exemple des effets de mode dans le motion design, comment on faisait du motion design dans les années 80, comment on faisait des génériques, j'ai envie de vous parler de l'histoire de certains génériques, de l'histoire de certains logos, peut-être même d'habillage TV, de musique, de cinéma, de jeux vidéo, enfin bref, j'ai envie de vous parler de tout un tas de trucs. J'espère que vous serez avec moi dans cette aventure, moi je ne bouge pas d'ici, je vous attends. Alors bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien louper dans le futur. Laissez-moi en commentaire des logos ou des génériques dont vous voudriez que je parle. Je regarderai, de toute façon je pense pas avoir beaucoup de commentaires pour commencer, mais en tout cas vos retours m'intéressent aussi également. Dites-moi si vous avez apprécié, s'il y a des choses qui pour vous devraient être changées. J'apprécie la critique, qu'elle soit positive ou négative, du moment qu'elle est constructive, tout est bon à prendre. En tout cas n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu des familles. Et moi je vous souhaite une bonne soirée ou peut-être même une bonne journée, c'est comme vous voulez. Ayez l'œil affûté et je vous dis à une prochaine fois sur Graphirama. Bye.